Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Ne croyez-vous pas que la libéralisation de l'avortement fasse reculer la contraception ? Non, voyez-vous, nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Tout cela, l'avortement n'est qu'un volet du problème, l'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'éloquence. Vous venez d'entendre l'avocate Gisèle Halimi répondre à une journaliste sur son positionnement sur l'avortement en 1972. Je vous conseille de l'écouter en entier sur le site de l'INA, dans l'archive « Choisir de donner la vie ». C'est cette même avocate qui s'est battue pour le droit à l'IVG. Et je vais vous présenter sa célèbre plaidoirie. Pour ça, il faut remonter le temps. Novembre 1972. Tribunal de Bobigny. Premier procès politique pour l'IVG. Une jeune fille de 16 ans est tombée enceinte après un viol. Ce n'est pas son agresseur qu'on juge, mais sa mère, Michèle Chevalier, accusée de l'avoir aidée à avorter. Face à cette injustice, Gisèle Halimi compte bien bouleverser les règles du jeu. Vous allez découvrir bien plus qu'une défense, mais une plaidoirie d'exception, celle qui a marqué une étape décisive dans l'histoire judiciaire et sociale du droit à l'avortement. Entre les années 1960 et 1970, les procès pour avortements illégaux sont fréquents, avec jusqu'à 600 femmes condamnées chaque année. En novembre 1972, la parole de l'avocate féministe Gisèle Halimi inaugure une nouvelle ère. Elle défend gratuitement Marie-Claire Chevalier, 16 ans, enceinte après un viol, et sa mère Michèle, poursuivie pour avortement illégal. Le 11 octobre, Marie-Claire est relaxée par le tribunal pour enfants de Bobigny. Son procès s'est déroulé à huis clos. Pour transformer cette affaire en procès politique, Gisèle Halimi demande que le prochain jugement soit totalement public. Le 8 novembre débute le procès de Michèle Chevalier et de 3 autres femmes, Renée Saucé et Lucette Dubouchix, qui l'ont aidée à organiser l'avortement, et Micheline Bambuc, qui a pratiqué l'intervention à domicile. Michèle explique qu'après avoir consulté un gynécologue proposant un avortement à 4 500 francs, une somme qu'elle ne pouvait pas payer, elle a dû recourir à une solution clandestine. Elle lui a coûté 1 200 francs. L'opération tourne mal. Marie-Claire est hospitalisée suite à une hémorragie. Mère célibataire avec un salaire de 1 500 francs, Michèle a dû dépenser plus de 3 000 francs en quelques jours. Gisèle Halimi défend alors le droit des femmes et le droit de choisir dans une plaidoirie marquée par une double identité. Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces 4 femmes et avec les autres. C'est en tant qu'avocate femme que Gisèle Halimi choisit de s'exprimer pour défendre non seulement une cliente, mais toutes les femmes dont le destin résonne dans celui de Michèle et Marie-Claire. Le sujet « je » qui s'avance à la barre est donc immédiatement traversé par un « nous ». Gisèle Halimi ne parle pas au nom des femmes, comme on parlerait à la place d'un groupe absent, mais à travers elles, depuis leurs conditions. La structure même de sa plaidoirie repose sur ce que l'on pourrait appeler une langue du corps. Gisèle Halimi mobilise un champ lexical sensoriel qui met la chair au centre du débat, ce qui fait du corps un lieu politique. Elle veut montrer que c'est un espace contesté que la société essaye de contrôler.
Gisèle Halimi a mobilisé les 3 grands ressorts de l'éloquence, l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos met en avant son engagement personnel en renforçant ainsi la crédibilité et la force de son discours. Madame Chevalier, on vous l'a dit, n'avait pas de moyens matériels et n'avait pas reçu elle-même d'éducation sexuelle. Je parle de moi-même, de mes rapports avec mes enfants. Moi, je n'ai pas pu le faire. Peut-être parce qu'entre les parents et les enfants, il y a un rapport passionnel, vivant, vivace, et c'est bon qu'il en soit ainsi. Gisèle Halimi choisit de révéler volontairement ses failles en tant que mère de 2 garçons. Cette confession, loin d'être une faiblesse, incarne une humilité active qui renforce sa fiabilité. En se présentant comme une femme imparfaite mais sincère, elle crée un lien de confiance et humanise son discours, se plaçant au même niveau que celle qu'elle défend. Le logos, fondé sur le raisonnement, s'appuie sur des exemples concrets pour une argumentation solide. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n'est pas justement de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur ? La question rhétorique chez Gisèle Halimi est un outil de raisonnement oral qui pousse le tribunal à réfléchir et à se positionner. Par une série de questions et de mots courts, échec, erreur, oubli, elle souligne la répétition et la normalisation des fautes dans un système injuste, dénonçant ainsi la situation évidente et moralement incontestable de Marie-Claire Chevalier. Le pathos vise à susciter la colère et la révolte du public. On les traite de putains, on leur enlève leurs enfants, on les oblige la plupart du temps à les abandonner. On leur prend 80% de leur salaire. On ne se préoccupe pas du fait qu'elles sont dans l'obligation d'abandonner leurs études. Gisèle Halimi fait monter la tension en laissant l'émotion prendre le dessus sur la raison. Elle fait une anaphore répétitive « on les traite, on leur enlève, on ne se préoccupe pas ». Cela installe un malaise face à l'absurdité de l'accusation et dénonce une violence structurelle, froide et destructive. Ce rythme intense emporte l'auditoire dans une émotion partagée où, selon elle, se joue le véritable terrain de la justice. Prenez des jugements de condamnation pour avortement. Prenez les tribunaux de France que vous voudrez, les années que vous voudrez. Prenez 100 femmes condamnées et faites une coupe socio-économique. Vous trouverez toujours les mêmes résultats. 26 femmes sont sans profession, mais de milieu modeste. 35 sont employées de bureau. 15 employés de commerce et de l'artisanat. 16 de l'enseignement primaire, agents techniques, institutrices, laborantines. 5 ouvrières, 3 étudiantes. Gisèle Halimi ne se limite pas à plaider uniquement devant ce tribunal. Elle élargit volontairement le cadre de sa défense. Son objectif est de réaliser une radiographie sociale de la France. Elle propose une lecture politique de la justice. Ce que met en accusation la loi, c'est tout un système qui frappe toujours les mêmes, aveuglément, avec une profonde discrimination dans les faits. En convoquant les chiffres, les métiers, les classes sociales, elle dévoile la géographie cachée de la répression. Elle donne un visage aux condamnés. Ce sont les invisibles, les précaires, les sans relation, les sans pouvoir. Ce sont celles qui n'ont ni avocat célèbre, ni médecin compréhensif, ni moyen d'aller avorter à l'étranger. Ainsi, Gisèle Halimi montre que l'injustice ne vient pas seulement du texte de loi, mais de la manière dont cette loi s'incarne dans la réalité des classes. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là ? Ces 4 femmes devant ces 4 hommes. Ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ? C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Cette plaidoirie est féministe.
Gisèle Halimi combat les structures d'oppression spécifiques aux femmes. Et pour ça, elle dénonce un système patriarcal qui réduit les femmes au silence et à la soumission. Elle souligne l'inégalité qui prévaut dans ce tribunal. 4 femmes jugées par 4 hommes. Cette image symbolise la domination masculine dans les institutions. Elle questionne la capacité même de ces juges à comprendre ce que vivent les femmes. Gisèle Halimi montre que cette justice n'est pas neutre, qu'elle est marquée par un pouvoir genré. Elle pose ici une question clé. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant les tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Ce geste rhétorique est une puissante dénonciation de la loi anti-avortement. Cette loi française, qui est en vigueur depuis le 27 mars 1923 et qualifie l'avortement comme délit. Elle y prévoit une peine d'emprisonnement et une amende. Au-delà de la simple législation, cette loi incarne un contrôle social. La question rhétorique de Gisèle Halimi invite donc la justice à dépasser le prisme patriarcal et à reconnaître l'urgence d'un changement législatif et culturel. Gisèle Halimi entame la conclusion de sa plaidoirie. Faire la jurisprudence, c'est se trouver à un certain moment à un croisement dialectique de la vie et du droit. La vie, ici, c'est le droit pour la femme de choisir. Dire le droit aujourd'hui, c'est refuser l'hypocrisie. Et surtout, messieurs, surtout, je vous en supplie, ne vous commettez pas dans la peine de principe, dans l'extrême indulgence, dans les circonstances atténuantes. Vous devez poser la question. Vous devez trancher le débat. Et ce débat doit être tranché à l'occasion de cette affaire exemplaire entre toutes. L'avocate rappelle que le droit n'est pas figé. Il évolue par la jurisprudence, qui est un ensemble de décisions des juges pour appliquer ou interpréter la loi. Elle rappelle aussi que la législation peut être exercée de manière différente selon les contextes, grâce à l'intervention humaine des juges qui ont le pouvoir de modifier son application. Dans ce discours, le droit est un instrument de justice et non un simple cadre formel. Gisèle Halimi exhorte les magistrats à ne pas céder aux échappatoires habituels. Cela cacherait l'enjeu fondamental du débat. La plaidoirie se termine par la phrase « Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. » L'expression « monde fini » suggère un système arrivé à bout de souffle, dépassé, qui ne correspond plus aux évolutions sociales. C'est une invitation à écrire un nouveau chapitre de l'histoire. Le 22 novembre 1972, le tribunal rend son verdict. N'oublions pas d'abord que Marie-Claire Chevalier a été relaxée le 11 octobre. Et finalement, les complices René Saucé et Lucette Dubouchix sont également relaxés. Et Micheline Bambuc, celle qui a procédé à l'avortement, est condamnée à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis. Et Michel Chevalier est condamné à une amende de 500 francs avec sursis. Le procès de Bobigny a brisé le tabou de l'avortement. Gisèle Halimi a transformé ce jugement en acte militant en donnant une voix publique aux femmes réduites au silence par la loi. 2 ans plus tard, le 26 novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé, présente la loi sur la dépénalisation de l'IVG. Elle souligne que l'enjeu est autant juridique que moral et sanitaire. Il ne s'agit pas de promouvoir l'avortement, mais de l'encadrer légalement pour protéger les femmes et restaurer la légitimité du droit. Le 17 janvier 1975, la loi Veil est officiellement promulguée. C'est grâce aux femmes comme Gisèle Halimi et Simone Veil qu'aujourd'hui en France, les femmes ont le droit de choisir et nous pouvons que les remercier. Pour approfondir la question de l'avortement, voici 3 ouvrages incontournables. Dans 17 ans, Colombe Schneck témoigne de son avortement en 1984. À 1 mois du bac et si jeune, elle décide d'avorter. Un acte qu'elle ne regrette pas, mais qui l'a marquée à vie. Les heures rouges de Lénie Dumas nous embarquent dans un futur proche où les droits des femmes sont gravement menacés.
Aux États-Unis, 4 femmes se croisent alors que l'avortement, l'adoption et la PMA pour les femmes sont interdits. Ta grossesse de Suzanne Duval raconte 9 mois d'avortement. On suit l'héroïne à travers ses émotions, son corps et ses doutes. Voilà, aujourd'hui dans certains pays, l'avortement est encore illégal. Il ne faut lâcher aucun combat et toujours lutter pour le droit des femmes. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.